Hello à tous, j'espère sincèrement que vous allez bien et que chacun d'entre vous est heureux dans le meilleur de son petit monde à lui. Alors pour tous ceux qui suivent ma chaîne depuis le début, vous avez vu qu'on a développé ça et là ensemble la notion de conditionnement. Comme quoi à un moment donné de notre existence, on est tous le fruit de toutes les influences positives ou négatives qu'on laisse entrer dans nos vies depuis l'enfance. Si on y réfléchit bien, le premier contact qu'on a avec le monde extérieur, c'est avec ses parents. En gros, c'est eux qui constituent nos premières sources d'influence. Et bah je sais pas vous, mais moi j'ai le sentiment dans ma vie d'avoir jamais vraiment connu mes parents. Non, alors attention, hein, oh là, je vois ce que vous vous dites. Oh là, ça sent la vidéo pathos avec chialade en puissance sur l'histoire de cet orphelin qui se pose en victime chronique d'une vie qu'il aura jamais. Hashtag Rémi sans famille revival. Pas du tout. Bah oui, parce que j'ai l'immense chance d'avoir eu mes parents dans ma vie et d'avoir fait et de faire encore un bout de chemin avec eux. Et pour ça, je serai toujours infiniment reconnaissant. Bah si on y réfléchit bien, connaître ses parents, ça permet de donner un certain sens à son existence, du moins dans les premiers temps. Pas facile à dire un certain sens à son... Donner un certain sens à son existence. Ciel, si ceci se sait, ses soins sont sans succès. Ah si, j'irai très bien, ça va. Les parents, c'est un peu les premiers repères qu'on a dans la vie. Et ils portent en eux l'héritage de la famille. Et même si j'ai eu la chance de connaître physiquement mes parents dans ma vie, eh ben j'ai jamais vraiment su qui se cachait réellement derrière le masque papa, le masque maman. Et c'est pas faute d'avoir essayé. Alors du coup, je me suis dit que j'allais vous en parler. Quand j'étais petit, j'avais beaucoup d'admiration pour mes parents. Très tôt, et je sais pas pourquoi, je les ai mis sur un piédestal. En fait, si, j'ai une petite idée. La première chose que j'ai admirée chez eux, c'est leur rencontre. Tellement elle ressemblait à une comédie romantique hollywoodienne. Enfin, holly-ranienne, dans mes rapports au fait que mon père était iranien. En plus, je me rappelle, ils arrêtaient pas de la raconter tout le temps, cette histoire. À chaque fois qu'il y avait un nouvel invité à la maison, eh ben on avait le droit à la merveilleuse rencontre d'Aziz et Marie-Jo. Et franchement, faut leur accorder ça, ils avaient un certain talent dans le storytelling. Kojandi Productions présente. Fille d'un peintre italien et d'une femme de ménage allemande, Marie-Josée est née en France. Élevée dans un milieu très modeste, cette aînée d'une fratrie de 3 enfants partage son temps entre l'école, sa passion pour le théâtre et la danse qu'elle pratique en cachette, et les ménages qu'elle fait pour aider sa mère tout en s'occupant de ses 2 frères et sœurs. Oui, je vous l'accorde, ça fait une vie bien remplie, surtout quand on n'a que 10 ans. Le soir, quand tout le monde dort, cachée sous sa couverture, elle se réfugie dans les livres des grands auteurs qu'elle dévore à la lueur d'une lampe de poche. C'est cet imaginaire qu'elle développe au fil de ses lectures, ainsi qu'une solide éducation scolaire qui lui permettront d'endurer la précarité de son quotidien, rythmé par les disputes intempestives de ses parents. Une fois son bac en poche, elle prend la poudre d'escampette et monte dans le premier train en partance pour l'Allemagne, laissant derrière elle cette vie qu'elle n'avait jamais choisie. Là-bas, elle étudiera le droit, mais surtout fera une rencontre qui changera à jamais le cours de son existence. Pendant ce temps-là, à l'autre bout du monde, naissait dans la banlieue d'Ispahan en Iran, Azizola Kojandi. Élevé par une mère célibataire qui a voué sa vie à servir Dieu, le jeune Aziz comprend très vite qu'il ne peut compter que sur lui-même. Son esprit d'entrepreneur et son sens du commerce l'amènent à se faire un nom tout en réussissant brillamment dans les études. Une fois diplômé, il s'envole pour l'Allemagne pour devenir ingénieur géologue. C'est lors d'une soirée organisée par des amis communs que ce beau Perse ténébreux pose son dévolu sur la jeune Marie-Jo. À partir de ce soir-là, c'est décidé. Un jour, il se mariera avec elle. Quelques semaines plus tard, il l'invita pour découvrir son fameux thé au safran qui devait soigner la grippe de cette dernière. On peut dire que le stratagème a fonctionné puisque quelques minutes plus tard, ils consommèrent pour la première fois ce qui allait devenir un amour inconditionnel de plus de 35 ans. Alors, stylé ou pas? En tout cas, dans mes yeux d'enfant rêveur et romantique, ouais, je suis rêveur et romantique, elle faisait complètement sens, cette histoire. Et pendant des années, elle faisait office de filtre face à une toute autre réalité que perso, j'ai mis du temps à voir. Ah oui, petite parenthèse, c'est pas du tout une parenthèse. Vous avez remarqué comment dans cette histoire, j'ai beaucoup plus d'informations sur ma mère que sur mon père. C'est pourtant pas faute d'avoir essayé de m'intéresser et de lui poser plein de questions tout le temps. Mais je sais pas pourquoi, mais il avait le don de laisser planer un grand mystère sur sa vie en me lâchant des phrases toujours ultra énigmatiques. Tu sais pas, j'ai un copain qui m'a dit qu'il avait retrouvé du cannabis dans le fond d'une bouteille de coca. Tu sais, Kayvan, la vie c'est pas tout noir ou tout blanc. Tiens, ça me fait penser à une histoire d'un ami à moi, Ali. Il avait tapé un malaise après une de nos fameuses soirées passées à fumer l'opium à Ispahan. Ah bon, t'as fumé de l'opium, toi? Tu sais, Kayvan, tu sais pas tout sur moi. J'ai pas atterri comme ça directement à Reims, hein. Un jour, je te raconterai, quand tu seras grand.
Maintenant, si tu veux fumer du cannabis, c'est pas la peine de faire ça avec n'importe qui et de fumer n'importe quoi. Je vais appeler mon petit cousin Reza qui habite en Hollande, il t'accueillera et tu pourras fumer toute l'herbe que tu veux, au moins, ça sera sous contrôle. Il s'avère qu'il avait travaillé pour moi à l'époque où j'avais une exploitation de poules à Ispahan. T'avais une exploitation de poules, toi? Bah vas-y, raconte. Comme je t'ai dit, tu sais pas tout sur moi. Mais un jour, je te raconterai. Quand tu seras grand. Voilà, c'était ça en permanence, des points de suspension ces histoires. Mais bon, faut dire ce qu'il y a, il avait le sens du teasing. Hein. Après, faut avouer que mon père, même s'il finissait pas toujours ses histoires, eh ben il avait des éclairs de génie quand même. Parfois, sans prévenir, il sortait des phrases comme ça. Ah, la vie est belle, Kayvan. Prends le temps de regarder autour de toi, de la contempler. Tu vois, observer la nature qui change au fil des saisons, ça te permet de prendre conscience du temps qui passe. Dans ces moments furtifs de sérénité, de sincérité et de paix intérieure, ben moi je le voyais comme ça, mon père. Je l'observais avec beaucoup d'admiration, comme fasciné, un peu à la manière de certains disciples des monastères, quand le sage, plongé dans une profonde méditation de plusieurs jours, ouvre enfin la bouche pour leur livrer une des grandes vérités sur la vie. À ces instants précis, un profond sentiment de confiance et d'apaisement me traversait, parce qu'au fond je me disais que mon père, ben, il savait. Il avait compris la vie. Et ça, je sais pas pourquoi, mais c'était hyper rassurant. Probablement parce que toi, en tant qu'adolescent, bah, c'est le bordel dans ta tête. Hein. T'as 1000 questions à la seconde, et comme t'as pas ou peu d'expérience, t'as pas vraiment de réponse à ces questions. Et du coup, toutes ces questions, bah, comme t'as pas de réponse, elles peuvent se transformer en angoisse ou générer de l'anxiété. Le problème avec mon père, et je sais pas pourquoi, c'est que l'instant d'après, ces moments de sagesse étaient balayés du revers par un tourbillon d'angoisse. Et faut dire ce qui est, mais l'angoisse, il avait le don de te la transmettre tout aussi bien. Tu sais, Kayvan, faut pas te faire d'illusions avec la musique, tout ça. Tu sais pas, là, parce que toi t'es jeune, et comme tous les jeunes t'as des rêves, mais ça dure pas, ça. Et d'ailleurs, de toi à moi, tu sens que t'as l'étoffe d'une star ou pas? Bah je quoi? Vas-y, réponds. Je sais pas. Disons que je me pose pas ces questions-là. Bah faut te les poser. Tu vois, moi je vais te dire. Je sens que t'as pas l'étoffe d'un musicien. C'est pas pour toi, tout ça. Alors au lieu de perdre ton temps avec tes petits concerts dans les cafés, tu ferais mieux de venir travailler avec moi au magasin. Vous voyez le genre, il oscillait toujours entre deux états, le sage et le bourreau. On va comprendre. Et puis par moments, bah, il avait des visions. Les enfants, algorithme c'est l'avenir. Il faut apprendre algorithme si vous voulez devenir riche. Alors sur le coup, tu comprends pas trop, mais un jour... Le patron de Facebook, le milliardaire Mark Zuckerberg, nous parle de son nouvel algorithme. Des fois, il sortait des phrases complètement mystiques. Tu sais qu'Evan, celui qui écrit pas dicté, il fait jamais faute. Oui, bon, même si dans les exemples précédents il s'exprimait vachement bien, c'était quand même plutôt ça sa manière de parler. Il avait une approche très singulière de la langue française, mon père. Je dirais même qu'il avait sa propre grammaire. Argent, il est l'autre côté du mur de la peur. Ah oui, il était aussi très obsédé par l'argent. Hashtag daron iranien. En même temps, si on y réfléchit bien, elles sont très vraies ces phrases. Hein. Bon, à part le petit pamphlet sur t'es qu'une merde et tu réaliseras jamais tes rêves. Bah c'est vrai, si on y réfléchit bien, celui qui écrit pas dicté, il fait jamais faute, qui ne tente rien, n'a rien. Argent, il est l'autre côté du mur de la peur. Si tu prends pas de risque dans la vie et que tu dépasses pas le stade de la peur inhérente à chaque prise de risque, eh ben tu n'accompliras jamais rien de grand. En fait, dans ces moments-là, il me transmettait tout simplement des leçons fondamentales sur la vie. Mais bon, d'une manière générale, quand t'es plus jeune, tu manques complètement de recul et t'as pas conscience que t'es en train de vivre des moments importants. Et c'est que plus tard, en grandissant, en y repensant, que tu te rends compte que ces petits passages de vie, ces instants éphémères que t'avais rangés quelque part dans un coin de ton cerveau, c'était en réalité des moments simples et sincères où ton père s'est livré. Il essayait de t'apprendre quelque chose et toi, à ce moment-là, bah... t'as pas su le saisir. Et c'est normal. Aujourd'hui, j'ai plus la chance d'avoir mon père à mes côtés. Et même si lui et moi, on n'a pas toujours été sur la même longueur d'onde, même s'il a pu être parfois très blessant à mon égard et que moi je lui en ai voulu et que j'ai pu le juger pour ça, et ben aujourd'hui, je lui ai pardonné. Je lui ai pardonné parce qu'à un moment dans ma vie, j'ai réalisé qu'au-delà d'être un père ou une mère, et ben mes parents étaient avant tout un homme et une femme. Un homme et une femme qui ont porté et qui portent encore en eux les marques, voire les cicatrices de leurs histoires respectives. Et quand est venue l'heure pour eux d'être parents et d'être responsables du développement d'autres êtres humains, bah je pense qu'ils ont fait comme ils ont pu. Ils ont dû prendre des décisions avec leurs ressources à eux, avec leur maladresse, et oui, ils ont commis des erreurs. En fait, ils étaient eux-mêmes le fruit de leur propre conditionnement, et par moments, bah, ils ont pas su faire la part des choses. Mais bon, je suis qui, moi, pour les juger aujourd'hui? Mine de rien, moi, comparé à mon père, bah, j'ai eu un père. Certes original dans son style, mais présent. J'ai pas eu à grandir sans rien savoir, à fuir mon pays à cause d'une révolution qui m'a contraint à remettre en question toutes mes perspectives de vie, à renoncer à mes rêves. J'ai pas eu à affronter le fait d'être considéré comme un étranger, à pas pouvoir comprendre ou me faire comprendre, à redevenir personne, alors que j'étais quelqu'un.
Alors oui, je me dis que peut-être que si moi j'avais vécu les mêmes choses que lui, j'aurais peut-être pas été habité par un profond sentiment d'injustice. J'aurais pas fait de dépression, et j'aurais pas cherché de responsable à mon malheur en faisant payer le prix de mon sacrifice de vie à mes enfants. Mais je vais vous confier une chose, ça j'en suis même pas sûr. À mon père que j'aime.